je suis vraiment ravi d'être au collège et parmi vous. Moi aussi, j'ai un problème ouvert. Et ce problème, c'est le fait que je n'ai pas fait une présentation en français depuis probablement 25 ans. Et donc, j'ai un challenge aujourd'hui. Et j'ai promis à Jean-Paul que je le ferai en français. Donc, vous excuserez mes franglais. Au mois de septembre dernier, à San Francisco, on a organisé une grande conférence, 2000 participants de la robotique. C'était l'occasion de célébrer les 50 ans de robotique. Et là, vous voyez quelques-uns des robots qui ont marqué les dernières 50 années. Vous voyez Hilar du LAS, Nao et plusieurs d'autres robots français. À cette occasion, j'ai édité une vidéo qui raconte l'histoire de la robotique des dernières 50 ans et on va commencer avec ça. Shaky était un des premiers robots d'ailleurs de Stanford. Et voici le Unimate, le premier robot industriel, mars 1961. La robotique a bien commencé avec les robots téléopération. Ça, c'est le Stanford Shyman Arm. Et des véhicules. Le Rancho Arm. Light Factory. GE Horse. Biped Walking. Et ceci est le robot manipulateur qui s'appelle le Puma. Force Control. Audatic de Californie. Hilar. Probablement 2. Sheep Shearing from Australia. Et GM. Le Hopping Robot, le robot qui saute. Le Three Fingered Hand de Stanford, de Tokyo. Les robots flexibles, des robots de plus en plus petits, biped walking, ping-pong playing. Qui veut jouer avec un robot? Artificial Potential Field, le robot évite la maison de Snoopy. La robotique dans l'espace. Field Robotics. Navigation. Painting. Les droits flexibles. Ça, c'est du LAS. Underground, dirigé par la lumière sur le contrôle de flexibilité.
micro-robot de CNI. Et celui-là, c'est Passive Walk, sans moteur. Le mouvement compliant. Visual servoing. Sous l'eau. Et l'art 2. Tactile sensing. Regardez là, regardez. C'est un robot autonome. Helpmate, ranger the furnitures. Cooperative robotics. Elastic planning. Ça, c'est dans le château. Romeo. Haptics. Free flying. Field robotics. Climbing. Compliance. Et voilà, parking. Toshiba. Robotic assistance. Haptics. Le père de la robotique industrielle, Joe Engelberger. Et là, on vient vers la fin du siècle dernier avec Honda en 1997, présentant le robot P5. Et depuis, il y a eu beaucoup de développement en robotique qu'on n'a pas pu tout intégrer. Donc, c'est en image. Et voilà. Questions? Donc, l'image de la robotique qu'on avait dans les années 80, voilà, l'image de la robotique, c'était des robots complètement en isolation, travaillant à fabriquer sans interaction avec l'humain. Et cette image a complètement été transformée depuis les années 90. On a commencé à voir des robots qui s'approchaient de l'humain, des robots qui arrivaient à prolonger les mains de l'humain pour opérer. Donc, heureusement, c'est toujours le chirurgien qui opère, mais le robot nous permet de faire l'intervention sans ouverture, pratiquement avec de small incisions. Et les robots qui travaillent directement avec l'humain pour aider à porter des choses lourdes, donc dans Service Assistance, ou augmenter l'humain, comme dans l'exemple à gauche pour marcher.
ou interagir avec un environnement virtuel comme en haptics. Ici, on voit l'opération où le chirurgien a accès visuel à travers StereoVision et toute l'opération est performed avec les doigts à travers un système haptique. Ceci vient de mon laboratoire, en fait de ma classe. Dans ma classe, il y a aussi l'interaction avec les robots. Et ça, c'est un projet d'étudiants. Je voulais juste vous montrer ce que les étudiants à Stanford font. Donc, ce projet est de jouer avec le robot à celui qui... Donc, le robot est en train de devoir localiser et arriver à trouver une stratégie d'interaction dans ce jeu. Il est clair, la robotique nous permet aujourd'hui de dire que les robots vont arriver, on ne sait pas quand exactement, mais très bientôt dans l'environnement humain. Et ceci pose beaucoup de problèmes et beaucoup de challenges. On a vu beaucoup de robots humanoïdes et on a vu ces robots courir, monter les escaliers. Mais la question, est-ce que ces robots vont être finalement utiles? Et pour être utiles, ces robots doivent interagir avec l'environnement. Donc la question, est-ce qu'on peut vraiment avoir l'interaction avec l'environnement tout en faisant toutes les balances, l'équilibre de robots et en même temps développer des techniques qui nous permettent de faire ce contrôle. Et ça, c'est un problème très, très difficile en robotique, le problème de créer un système qui permet d'intégrer la mobilité et la manipulation dans un même framework. Donc, quand on pense à un robot domestique et qu'on pense que ce robot doit interagir avec l'environnement, ce qu'il va falloir faire, c'est comprendre comment on peut développer des mouvements, ce qu'on appelle des mouvements compliant motions. Et pour faire ça, il faut maintenant penser non seulement à faire des contacts, mais à faire des contacts sur des multilinks, c'est-à-dire sur plusieurs segments du robot. Chose qui est très difficile, ça introduit des contraintes et ça nécessite un contrôle coordonné très particulier. Donc maintenant, si on va plus loin et on pense que tout le corps du robot est immersed dans l'environnement, en contact, là, le problème est vraiment, vraiment difficile. Et je veux commencer par vous montrer qu'on est sur le chemin de résoudre ces problèmes. Et je vais vous montrer en particulier Ashimo, le robot réel, en train de s'asseoir, guidé par l'humain. Parce que le robot sent à travers un capteur d'effort la force exercée par l'humain et le robot est en train de suivre. On peut apprendre à Ashimo aussi à porter des objets. Là, on guide le robot vers l'objet et on lui montre la stratégie de soulever cet objet. Mais en fait, il y a une part très importante du mouvement du robot qui se fait d'une façon autonome. L'humain ne va pas pouvoir donner toutes les instructions au robot. Il y a une interaction et le robot doit percevoir son environnement, voir cet environnement. Il y a eu beaucoup de progrès dans ce domaine. Le problème qu'on a toujours, c'est le problème de la perception tactile. La perception tactile nécessite de comprendre où les points de contact sont par rapport au robot et où sont ces normales et quelles sont les propriétés physiques de l'environnement. Donc, on est en train d'intégrer des modalités variées de capteurs visuels, des capteurs de force, des capteurs tactiles. Et encore une fois, il faut intégrer ces capteurs pour faire une perception unifiée et pour faire des estimations de la situation du robot par rapport à son environnement. Une fois qu'on a localisé le robot dans l'environnement, maintenant le robot doit
agir dans l'environnement. Et pour agir dans l'environnement, le robot doit toucher cet environnement et il doit pouvoir contrôler les efforts exercés sur l'environnement tout en maintenant un équilibre des forces de réaction de façon à ce que le robot puisse garder l'équilibre et manipuler. Donc, les challenges qu'on voit, c'est les challenges dans la perception. Et là, c'est le fait qu'on a un environnement non structuré et qui nécessite aussi de répondre en temps réel pour créer ces interactions. On a aussi un problème difficile du point de vue planification et contrôle par le fait que ces robots ont beaucoup de degrés de liberté et en plus ont besoin d'interagir pour la manipulation et le déplacement. Et il est essentiel dans ce cas de voir comment on va pouvoir interagir avec l'homme dans ces environnements et de façon compatible. Donc, il faut développer ce qu'on appelle human-like skills et trouver des façons à apprendre de l'humain. Apprendre de l'humain pour interagir avec l'humain, non seulement de façon physique, mais aussi cognitive. Ces robots, en fait, viennent d'un développement très long de la robotique industrielle et ils ont encore des limitations dans leur capacité d'interagir avec l'humain dans le sens où ces robots peuvent être dangereux. Donc, il est important aussi de considérer les problèmes des robots construits spécifiquement pour l'interaction avec l'humain qui amènent les aspects de safety avec les aspects de capacité de performance. Donc, en fait, les challenges qu'on a, c'est des challenges qui consistent à parler du fait de l'interactivité que ces robots doivent acquérir, et aussi le fait que ces robots doivent être ce qu'on appelle human-friendly, dans le sens où leur interaction avec l'humain est compatible et safe. Donc, le problème est complexe par le fait de l'interaction, par le fait de nombre de degrés de liberté et par le fait qu'on a beaucoup d'informations, de perception, de capteurs. Donc, il faut faire de la perception et la perception nécessite de développer des connaissances basées sur des modèles. Et donc, il faut agir. Et qu'est-ce qu'on a? On commence par prendre ces données et fermer cette boucle entre l'action et le fait qu'on a une perception. Au plus bas niveau, on peut penser aux encoders qui mesurent la position des angles et qui nous permettent de faire le déplacement. Mais bien sûr, quand les tâches sont complexes, il va falloir faire un plan relativement complexe. Mais le plan doit être exécuté. Donc, il y a un niveau aussi qui prend ces capteurs et qui réalise l'exécution. L'exécution se fait doit être faite très, très rapide, c'est-à-dire de l'ordre de kilohertz, 1000 fois par seconde, alors que le planning, par la complexité du problème, est beaucoup plus lent. Beaucoup plus lent. Et dans les années, au début de la robotique, ça prenait des jours pour faire un plan, alors que l'exécution, c'est de l'ordre de millisecondes. Donc, il y avait un problème. On ne pouvait pas intégrer les deux. La planification était trop lente pour être intégrée avec l'exécution. Et on avait simplement un programme, offline programming, qu'on appliquait à ces systèmes. La chose qui a commencé à émerger dans les années 80-90, c'est la nécessité de développer une exécution plus avancée avec des comportements qui nous permettent de planifier de façon plus simple, tout en tenant compte des incertitudes qu'on peut trouver dans l'environnement. Et donc, ça a amené
à développer ce niveau intermédiaire qu'on appelle behavior ou primitive ou skills level. Ce niveau va nous permettre de capturer des comportements plus avancés qu'on va pouvoir exécuter en temps réel, mais qui vont aussi nous permettre de simplifier la planification, parce que la planification va être faite en fonction de primitifs qui sont beaucoup plus compliqués et beaucoup plus avancés. Et donc, c'est cette idée qui aujourd'hui émerge comme la façon la plus efficace de construire des architectures des robots humanoïdes. Donc, je veux prendre un exemple de début des années 90. C'est les robots Romeo et Juliette qu'on a développés à Stanford. Je parle français ou... En français? Bon, d'accord. C'est bien, je pense. Ça va revenir, oui. Et voici Romeo et Juliette. Donc, ici, ce qu'on voit, on voit un comportement qui est basé sur un mouvement compléant avec le capteur d'effort à l'extrémité du robot, qui va nous permettre de faire contact, de se déplacer, et aussi qui va nous permettre de mettre un contrôleur au niveau de la tâche. Ça, c'est ma chemise. Et elle a été repassée, je pense que c'est la seule à être repassée par un robot, une seule fois. Et ici, on voit un mouvement compléant qui est très complexe. On voit deux robots assister l'humain à guider cet objet, à suivre les forces appliquées par l'utilisateur. On peut en voir plus Human Guided Motion, c'est-à-dire l'interaction ici, c'est la force exercée pour guider le robot dans la direction. Et là, les deux robots sont en train de, en utilisant leur capteur d'effort, de synchroniser le mouvement et d'utiliser d'ailleurs la dynamique de ce mouvement, c'est-à-dire il y a un mouvement rapide par les bras et un mouvement plus lent par les mobile robots. On est arrivé à un niveau de compliance pour arriver à faire danser les robots. Je ne sais pas si c'est vraiment une chose à faire avec ces robots-là, mais ça montre comment la compliance nous permet d'arriver à cette interaction très, très importante. Cette interaction ne serait pas possible si on contrôlait la position. On ne pouvait pas programmer ça à l'avance. Comme je disais, par la fin du siècle dernier, Honda a développé un robot fantastique du point de vue locomotion. Mais Honda aussi était intéressé par les capacités de ce robot à faire de la manipulation. Et on a eu depuis 12 ans une collaboration avec Honda dans ce domaine. Comment amener des capacités comme celles qu'on vient de voir sur un robot comme celui de Honda, ou plusieurs robots. Donc, les questions qui se posent maintenant ne sont plus des questions juste de contrôler un one factor ou une main du robot. Là, on doit contrôler plusieurs points sur le robot. On doit contrôler la main droite, la main gauche, le pied, le balance et aussi le centre de gravité. On doit tenir compte de beaucoup de contraintes. On doit avoir des multiple contacts. Et il faut aussi regarder les forces internes et en même temps, il faut développer ces manipulation skills dont j'ai parlé. Donc, ne changeons rien pour le moment. Donc, en même temps, l'approche conventionnelle de la robotique a toujours été une approche très simple au niveau du contrôle. Ce qu'on disait, si on devait approcher ce point avec la main gauche,
Donc, il faut arriver à imaginer où se trouve le robot, où tout le corps du robot se trouverait en cette position, et puis on fait une interpolation entre les articulations. Ceci est très compliqué, et vous voyez ici, il y a une infinité de solutions, et ce n'est pas vraiment pratique. Et d'ailleurs, ce n'est pas très compatible avec la façon dont l'humain fait. L'humain ne pense jamais à imaginer le corps complet à la configuration terminale. Ce qu'on fait en général, on a une approche qui est goal-directed. Donc, on fait un asservissement de la main pour approcher l'objet qu'on veut chercher. Et ceci, ça ressemble à une sorte d'une attraction qui se fait sur la main est poussée vers l'objet. Et cette force qui nous amène vers l'objet va tirer la main et le corps va suivre avec un contrôle spécifique pour la posture du corps. Et le corps et la configuration vont émerger tout en se déplaçant. Donc, cette approche de goal-directed control, c'est en fait l'approche la plus proche de ce qu'on voit dans l'humain, mais c'est une approche qui est en fait très simple. C'est comme si on créait une force attractive qui bouge la main ou qui bouge les différents segments, et puis on n'a qu'à suivre avec la posture. Toutefois, il y a beaucoup de dynamique générée par ces mouvements. Et on voit à gauche, si on fait ça directement, on va avoir une singularité, on va étendre le bras, on n'a pas eu le temps de suivre avec tout le corps. Alors, sur la droite, quand on commence à ajouter la dynamique, on voit comment le mouvement se fait d'une façon continue. Et donc, la façon la plus efficace de comprendre comment ces postures se déplacent, c'est vraiment d'aller vers l'humain et essayer de modéliser et de comprendre comment l'humain fait. Donc ici, on a commencé un autre projet. Au départ, on travaillait avec les robots. Là, on commence à travailler avec le corps humain et à regarder comment on peut analyser le corps humain de point de vue dynamique. Le système est beaucoup plus complexe. Il y a des muscles actionneurs beaucoup plus complexes et il y a aussi des structures beaucoup plus difficiles à modéliser qu'un simple humanoïde ou robot. On a fait beaucoup de collections de data, d'analyse des mouvements. On a regardé d'abord les caractéristiques statiques, c'est-à-dire on a regardé comment on positionne le corps étant donné une force exercée par la main. Et la conclusion qu'on a trouvée est vraiment très simple. En fait, cette conclusion, on peut la regarder comme une conclusion naturelle, puisque l'humain, finalement, découvre la même chose qu'on cherche avec les machines. Avec les machines, ce qu'on essaie toujours de faire, c'est de positionner la machine de façon à to take advantage of ce qu'on appelle the mechanical advantage, je ne sais pas le dire en français, l'avantage mécanique. L'avantage mécanique de la machine. Donc l'avantage mécanique de la machine, ça nous permet de minimiser l'effort pour exercer les forces nécessaires pour la tâche. Et c'est ce que les humains découvrent ou apprennent tout en ce développement. Donc, si c'est vrai, c'est-à-dire si cette caractéristique est vraie, cela veut dire qu'on trouve dans les tâches qu'on a apprises, on trouve comment se déplacer pour minimiser l'effort exercé par le corps. Et ceci correspond à une minimisation d'un critère associé avec l'effort musculaire du corps. Et
en fait, si on regarde un exemple simple, ici on regarde la main se déplacer, donc on tient la main dans une configuration et il y a tout ce déplacement. Et la question, pourquoi on boit le café comme ça et pas comme ça? Donc il y a une configuration optimale et cette configuration correspond à quelque chose qui est minimisé, qui correspond à l'effort. Et donc, si on pense à cette minimisation, et si on regarde le problème au départ, le problème c'est quelle est l'énergie associée avec cette minimisation ou le critère associé avec la minimisation. Donc on a un muscle, disons la tension sur ce muscle est m, donc l'énergie va être en m square, m au carré, mais il y a des petits muscles et des grands. Donc, il faut prendre la capacité du muscle dans cette énergie. Et finalement, si on regarde cette énergie, l'énergie va être proportionnelle à la capacité C et au carré du muscle M. Donc, l'énergie, alors là, faites attention. Alors, voilà. Donc, quand on prend tous les muscles du corps, bon, ça devient un peu plus compliqué, mais c'est une forme quadratique dans les efforts exercés pour la tâche. Et en fait, voilà un exemple, c'est mon étudiante qui nous montre le déplacement, c'est-à-dire on mesure l'effort et vous regardez le point, quand on arrive tout en bas, c'est le 65 degrés exactement. Qui correspond à la configuration de l'énergie minimum qui est dans la configuration du bras. Mais on retrouve ceci aussi dans le corps, dans beaucoup de configurations. Donc, ici, on arrive à capturer la posture humaine avec une simple énergie. Il y a d'autres critères de balance, etc. Et là, on arrive à faire le mouvement. Avant de montrer ça, je pense que je vais vous montrer ça sur le robot. Donc ça, c'est un simulateur. On va déplacer le bras, enfin la main. Quelle main vous préférez, à droite ou à gauche? À droite, ok. Donc, à peu près là. Voilà, je le déplace vers là. Et voilà. Donc la main est tirée par cette force, mais en même temps, on voit le corps qui suit. Et le corps est contrôlé pour avoir la posture dont on a parlé. Et maintenant, en fait, c'est un système dynamique. Si on le fait tomber, il va complètement tomber. Et vous voyez, en tombant, il y a des joint limits, mais si on enlève les joint limits, il va tomber beaucoup plus vers le bas et puis il se casse. En même temps, il y a deux contrôles qui se font. Il y a un contrôle qui se fait pour la posture, mais il y a aussi un contrôle pour la tâche. Donc ça, c'est la tâche et ça, c'est la posture. Et il y a une priorité entre les deux. C'est-à-dire, si je tire les cheveux, là, vous voyez, la tâche reste là où elle est. Si on tire ici, on maintient la tâche. Donc, on peut organiser les priorités entre les différentes tâches de ce robot. Donc, ça, c'est de cette façon-là qu'on contrôle maintenant, qu'on reconstitue ce mouvement, qui va nous permettre de donc, on va prendre le mouvement humain et le projeter sur le robot, mais maintenant, on ne copie pas une trajectoire, on prend les caractéristiques et on reproduit le comportement. Ceci est appliqué ici sur Hashimo, et donc Hashimo est en train de suivre. Et vous voyez le mouvement fluide de Hashimo. Hashimo est en train de se déplacer, pas comme un robot, mais plutôt, malgré le fait qu'il n'a pas beaucoup de degrés de liberté en comparaison, c'est comme presque un humain. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que le fait
qu'on a abordé le problème de modèle humain, ça nous a permis d'appliquer des outils, d'amener des outils de la robotique sur un problème très, très difficile, mais ces outils commencent à être très intéressants, pas seulement pour les robots, mais aussi pour l'humain. On a commencé une étude à regarder comment les athlètes se déplacent, quelles sont les performances, comment on peut mesurer ces performances. Donc, si on regarde la trajectoire, on ne trouve jamais des trajectoires en ligne droite. Les trajectoires sont toujours en curve, et ça vient d'un fait lié à la structure articulaire de ces robots. Par exemple, si on regarde un robot simple comme le Puma, les moteurs sont limités, donc les couples qu'on peut appliquer sont limités à un parallélépipède qui projette des accélérations maximales. Et si on regarde, le robot peut accélérer beaucoup plus dans cette direction que dans cette direction. Well, c'est la même chose pour les humains. L'humain peut accélérer beaucoup plus dans ces directions que dans la direction verticale. Et en fait, ça se retrouve aussi dans les mouvements de golf. Dans le golf, ce mouvement correspond aux lignes d'accélération maximale. Et donc, si on regarde ça de plus près, ces lignes sont personnelles, c'est des lignes qui dépendent du sujet. Et donc, il faut adapter ce mouvement à chacun et donc comprendre où se trouvent ces lignes. Et donc, on parle de Human Motion Atlas qui nécessite de modéliser les caractéristiques de chacun et puis trouver ces lignes. Et là, on peut adapter et créer des corrections pour ramener dans le training. Alors, pour faire ça, il faut pouvoir aussi suivre le mouvement et reconstruire le mouvement humain en temps réel. On a développé une technique qui nous permet de prendre le motion capture, les markers qu'on attache à l'humain, et en temps réel, de produire des mouvements très précis qui résolvent la dynamique du mouvement et qui nous permettent par la suite de faire un tactile feedback à l'humain pour faire les corrections nécessaires. Ça nous permet de faire beaucoup de choses. On peut capturer une danse et puis la reproduire sur un robot. Donc, cette idée de fermer cette boucle, de faire la motion capture et d'aller vers la reconstruction de mouvements, et puis de faire un feedback à l'humain pour faire des corrections. C'est très intéressant dans les injury prevention, dans les assistances, dans l'éducation, enfin le training, athletics, et dans beaucoup de domaines. Pour faire tout ce que je viens de montrer, en fait, il y a beaucoup de contrôles qui prennent des modèles très complexes de l'interaction, non seulement du robot avec l'environnement, mais du robot avec lui-même. Le robot doit sentir, savoir où il se trouve par rapport à différentes parties du corps. Et donc, il faut faire de collision detection, détection des collisions, et il faut les résoudre. Et là, vous voyez une résolution remarquable parce qu'elle est faite en temps réel. Et c'est dynamique, c'est-à-dire on arrive à résoudre maintenant toutes ces collisions et produire les effets. C'est un système qu'on a développé à Stanford qui s'appelle SAI. Et SAI, ici, est appliqué sur un modèle d'un robot, le KUKA robot, lightweight KUKA robot, qui, là, on voit le robot guidé par la force et on interagit avec des objets et les deux robots interagissent. Ça nous permet de faire des calculs temps réel et résoudre beaucoup de ces problèmes. Ces algorithmes nous permettent de faire de l'interaction haptique.
reconstruire les surfaces qu'on touche, c'est-à-dire une fois qu'on a le tactile normals, on peut reconstruire cette surface. On peut aussi construire des stratégies, les skills dont j'ai parlé, pour apprendre au robot, c'est-à-dire le haptique va interagir avec l'environnement virtuel et on apprend au robot dans l'environnement virtuel des tâches qu'il pourra utiliser dans l'environnement réel. Et puis la collision. La collision, ici on voit le robot va se déplacer et éviter de faire une collision avec soi-même. Je vais vous montrer ça sur la simulation. Je pense qu'il doit être là. Donc ici, vous savez tous, en football, si on voit une balle arriver, il ne faut pas la toucher avec le bras. Donc, il faut le détecter. Et qu'est-ce qui se passe? Ah. Excusez-moi, j'ai oublié une commande. Donc, ce n'était pas la faute du robot. Donc, le robot va sentir la distance et le robot va partir. Donc, ici, on ne fait pas de planning. On fait juste une repulsive force, une force répulsive qui pousse, et donc le robot ressent cette force et l'ajoute. Et ça nous permet de faire ce qu'on appelle un mouvement réactif à l'obstacle, chose qui est très importante parce que si on devait faire une planification, ça prendrait trop de temps et l'objet toucherait le... Donc ici, une autre approche. Donc vous voyez, le robot est en train de se déplacer en utilisant directement l'information de proximité et le robot retourne à sa position. Donc voilà, je retourne ici. Qu'est-ce qui se passe? OK. Donc, vous avez... Donc, de façon très simple, on est en train d'interagir avec l'environnement et le robot est en train de sentir ces objets et de réagir. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que tout ça, c'est local. Donc, il faut faire la connexion avec un plan global. Et ça a été un grand challenge. How to connect local and global planning. En fait, on ne va pas en discuter aujourd'hui, mais juste, je voulais vous montrer une façon à faire qui consiste à déformer une trajectoire en temps réel. C'est-à-dire, maintenant, la trajectoire est traitée comme un objet physique, c'est-à-dire ce elastic plan, qui est modifié en temps réel, mais qui maintient aussi la connectivité. Pour faire ça, on arrive à construire ces trajectoires à travers une représentation très locale de l'environnement, ce qui nous permet de le faire très vite. Finalement, je voulais juste discuter de cette intégration entre la locomotion et la manipulation. Le problème avec les robots humanoïdes, c'est le fait que ces robots sont under-actuated, c'est-à-dire ils n'ont pas toute l'axe, c'est-à-dire il manque en fait 6 moteurs pour les attacher complètement à un repère inertiel. Donc, on passe notre temps avec ces robots à faire le balance. Mais dès qu'on touche l'environnement, il y a un problème de reaction forces qui cause le off-balance. Donc, il est important de comprendre les contact forces, il est important de comprendre l'espace où ça se passe, il est important de voir où on peut se déplacer et voir les contraintes et pouvoir représenter les forces internes exercées sur le robot. C'est-à-dire il va falloir pouvoir trouver ces efforts exercés à l'intérieur de l'environnement par le robot
et puis voir où le robot lui-même se retrouve. Ceci nous amène à dire qu'il faut intégrer la tâche de mobilité avec les contraintes géométriques, avec les contraintes et les contrôles de contact, avec le bounce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir une structure qui va nécessiter de regarder la posture, mais la posture du robot doit être conçue de façon consistante avec la tâche des mains ou la tâche des yeux ou la tâche du corps. En même temps, consistante avec le contact, consistante avec les internal constraints, le self-collision, les local obstacles, et puis avec, bien sûr, le bounce. Ce qui est intéressant, c'est que si on écrit ça en langage mathématique, c'est des projections dans des espaces de contraintes qui nous amènent à représenter tout ceci comme un point, un seul point, dans un espace à haute dimension. Et voilà la représentation. En fait, c'est un point qui ramène la tâche avec l'environnement, avec les contraintes du robot. Et une fois qu'on a une représentation, immédiatement, on a les outils de développer le modèle dynamique. Donc, on a immédiatement le modèle dynamique de Varia qui nous connecte avec les forces appliquées au système. Et une fois qu'on a un modèle dynamique, on a la structure de commande qui permet de découpler, de contrôler la trajectoire, ce qu'on appelle F-star, et en tenant compte des estimations du modèle. Et comme c'est un système under-actuated, il faut projeter dans l'espace des actionneurs de robots, et donc il y a encore one more step. Mais avec tout ça, on arrive à faire une interaction avec l'environnement compatible entre tous les différents requirements. Je vais le faire vite, parce que je vois le temps s'approcher et je pense, voilà. Le robot va toucher là, vous allez voir le centre de pressure, et immédiatement le robot va équilibrer les reaction forces, et je voulais vous montrer qu'une fois qu'on a quelque chose comme ça, on va pouvoir contrôler les efforts, et c'est très robuste. C'est-à-dire, si j'applique une force ici, je pousse, j'enlève le pied, je tire sur le pied là, il va partir et il revient. Et le fait qu'il revient, c'est qu'il y a cette force représentant le couple d'interaction avec l'environnement, et tout est en équilibre. Et donc, cette façon de faire nous permet de vraiment contrôler tous les aspects du problème de façon intégrée, de façon unifiée. Et on explore tout ça dans l'environnement virtuel. Dans l'environnement virtuel, on a accès à beaucoup de variables, mais on ne peut pas valider sans le robot physique. Et là, le robot, la plateforme qu'on a, c'est Hashimo. Et donc, je vais vous montrer quelques extraits aussi de Hashimo. Hashimo est en train d'apprendre ici à bouger avec un contact sur l'autre bras, et en suivant l'humain dans une tâche. Ici, Hashimo va apprendre à porter un objet, mais on apprend Hashimo seulement avec un bras, le bras gauche, et le bras droite va suivre. Enfin, c'est l'inverse. Oui, c'est comme ça, oui, c'est l'autre bras. Et ici, Hashimo est en train d'apprendre à marcher et à bouger et à contrôler les contraintes tout en contrôlant les mains. Et il a commencé aussi à apprendre à danser. Je ne sais pas s'il va vraiment être a graduate from Stanford University someday. Ceci est une interaction intéressante. C'est une interaction en utilisant le Kinect avec la simulation. Donc la simulation est là,
et l'utilisateur contrôle le robot à travers la Kinect en temps réel. Et maintenant, il va lâcher. Et le robot tombe. Yeah, I made it. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui ont travaillé sur ces projets et la liste est très très longue. Je sais qu'il y a beaucoup de skieurs ici, non? Combien de skieurs on a? Ah, bon, ne faites pas ça. Thank you for your attention.